Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Soyez bienvenus pour la remise des prix Daniel Emmande et pour la remise aussi des bourses intitulées Coup de cœur. Alors, comme toujours, lorsque nous réunissons cette fondation Recherche cardiovasculaire, nous avons une pensée pour Monsieur Herman. Il est là d'habitude et il ne peut pas être là ce soir. Et il est très attaché à cette fondation et il est attaché évidemment à la mémoire de son épouse. Et donc nous pensons à lui, mais nous pensons aussi à elle. Alors je remercie la vice-présidente du conseil scientifique, la présidente du conseil scientifique, qui va prendre la parole à la place de maître Michel Cahin, qui pour une fois nous fait défaut. Et donc c'est Catherine Nurens-Cortès, fort informée sur ces sujets, qui s'exprimera après moi. Donc, je remercie la présidente du conseil scientifique, programme de recherche, Cœur de Femmes, Dominique Ostaglia, d'être parmi nous. Je salue les professeurs, les personnalités qui sont ici, les savants, et les lauréats et les chers confrères. Donc, nous, depuis 2011, vous le savez, nous nous réunissons chaque année pour remettre des prix autour de cette question de la recherche cardiovasculaire, qui est évidemment un secteur scientifique extrêmement précis, mais qui intéresse presque tout le monde désormais. Et saluer le travail qui est conduit par ces savants, c'est évidemment aussi saluer l'amélioration que la société tout entière suit très attentivement. D'une manière générale, d'ailleurs, l'Institut accueille un grand nombre de fondations qui encouragent la recherche, l'innovation, mais qui toutes ont une visée à caractère social. Il est très difficile, en tous les cas chez nous, de séparer la recherche du progrès. Ce qui conforme d'ailleurs à l'idéologie de ceux qui nous ont fondés. Lorsqu'on lit je sors de mon discours une seconde, mais j'y pense en le disant. Lorsqu'on lit le discours introductif écrit par d'Alembert pour la première édition de l'encyclopédie d'Alembert, de l'encyclopédie dirigée par Diderot, qui éclaire la lumière, il explique très bien ça. Il dit, en fait, en 1759, il explique très bien ça. Il dit, il n'y a pas de recherche qui ne permette pas un progrès, et tout progrès permet de faire une meilleure société. Voilà. Ils ont rêvé de cela. Bon, c'est pas toujours ce qui se passe partout, il n'y a qu'à voir aux États-Unis, mais en fait, nous le croyons ici, à l'Institut de France, nous continuons à en être convaincus. Il faut que nous le répétions. Et de fait, la science se caractérise, surtout actuellement, avec une progression extrêmement rapide. Et si, depuis 2011, nous remettons des prix, il n'empêche que nous n'avons pas du tout l'impression de tourner en rond, que chaque année, surtout pour un béotien comme moi j'écoute ce que disent les membres du conseil scientifique, on a vraiment le sentiment que ces recherches et ces applications cliniques marquent très régulièrement un très grand progrès. Alors, je voudrais, tout en saluant l'esprit qu'avait Daniel Herman, qui était elle-même qui n'était pas vraiment médecin, mais qui était une chercheuse, qui était une pionnière, je voudrais dire que nous sommes dans son héritage, dans ce qu'elle a souhaité, dans ce qu'elle a voulu, et que nous remplissons parfaitement l'idéal qui était le sien. Alors, nous allons d'abord saluer le professeur Azizi, puisque nous allons lui remettre le prix. Et l'Académie de médecine, d'ailleurs, vient de vous élire membre correspondant. Donc, c'est votre année, si je puis dire. Je vous en félicite, cher professeur. Et on me dit que vous avez exploré des territoires inconnus, des nouvelles pistes thérapeutiques, notamment sur la dénervation rénale par ultrasons, et qui semble être un tournant décisif dans la prise en charge de maladies qui ne résistaient au traitement classique. Alors, je suis complètement brouillé, je dis ce qu'on m'a dit, hein. J'espère que c'est vrai. Madame Catherine Nurens-Cortès dira tout à l'heure ce que représente votre contribution dans le domaine de la science et des progrès cliniques. Alors, à votre côté, vous avez deux personnes qui sont les deux lauréates des bourses que nous donnons chaque année. C'est des bourses de recherche. D'abord, Madame Sarah Martinez de Lissarando, qui travaille sur l'embolie pulmonaire chez la femme enceinte par imagerie. Et donc, il paraît que vous offrez une alternative révolutionnaire, ce qui est écrit là, voilà, qui permet de supprimer l'exposition aux rayons ionisants, ce qui protège les mères, mais surtout les enfants à naître, j'imagine. Madame Marie-Ange Renaud, qui est à vos côtés,
aide aussi le travail sur des questions évidemment qui relèvent du cardiovasculaire, mais en particulier sur l'hormonothérapie, qui aborde donc des questions extrêmement difficiles parce qu'elle croise la médecine et la société, puisqu'elle travaille sur des effets cardiovasculaires de l'hormonothérapie d'affirmation de genre. Sujet, à mon avis, qui doit être tout à fait nouveau. Nous verrons tout à l'heure ce que Mme Costaglia dit de ces deux programmes de recherche, comment elle va nous le présenter. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais vous dire, vous êtes évidemment les bienvenus. Nous sommes très attachés à cette fondation qui est utile, qui fait parler d'elle, qui est active, qui est très présente et qui, je crois, fait beaucoup de bien à la recherche scientifique. Ce n'est pas la seule que nous avons ici, mais dans l'Institut, nous en avons beaucoup. Et celle-ci, dans le choix très particulier qu'elle a fait du cardiovasculaire, semble apporter beaucoup de bien autour d'elle et nous en félicitons. Depuis 2011, ça commence à faire une petite mémoire maintenant de tout cela. Et je vais laisser donc la parole. C'est vous, cher ami, qui présentez tout cela. Je vous remercie de votre attention. Donc, Maître Cahen, notre vice-présidente, étant souffrante, c'est moi qui la remplace. Et je vais donc vous lire la lettre qu'elle devait vous exposer. Et donc, Monsieur le chancelier, chère présidente du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, chers amis, chers lauréats, professeur Michel Azizi, Madame Sarah Martinez de Lizarraondo, Madame Marie-Ange Renaud, en tant que vice-présidente de la Fondation Recherche Cardiovasculaire Institut de France, c'est avec un immense plaisir que je vous remets aujourd'hui le prix Daniel Herman ainsi que les bourses de recherche pour le cœur des femmes. Promouvoir et financer la recherche cardiovasculaire est une cause qui a toujours été au cœur de l'engagement de Daniel Herman, la fondatrice de la Fondation Recherche Cardiovasculaire, notre regretté présidente fondateur. Son combat pour la science et l'innovation continue aujourd'hui grâce à vous. Vous incarnez l'excellence et la diversité scientifique au service des maladies cardiovasculaires, qu'elles touchent les hommes comme les femmes. Cher professeur Michel Azizi, vous êtes aujourd'hui le lauréat du prix Daniel Herman 2024, qui récompense l'ensemble de vos travaux de recherche internationalement reconnue dans le domaine de l'hypertension artérielle et qui est une maladie chronique la plus fréquentée en France et dans le monde. Alors, chère Sarah Martinez de Lizarraondo, votre projet se concentre sur le développement d'une nouvelle méthode d'imagerie de l'embolie pulmonaire pour la femme enceinte qui n'utiliserait pas de radiation ionisante. Et chère Marie-Ange Renaud, votre projet explore l'hypothèse selon laquelle l'hormonothérapie féminisante pourrait favoriser l'artérosclérose en modifiant les cellules endothéliales et les mécanismes et le métabolisme lipidique ou en provoquant une inflammation chronique. Daniel Herman écrivait « Je dois ma renaissance à la recherche cardiovasculaire. Il faut que demain, de plus en plus de malades du cœur profitent des progrès de la recherche. Grâce à vous, ce demain pourra devenir aujourd'hui. Vous incarnez la recherche qui sauve des vies, qui donne l'espoir et qui œuvre pour protéger la vie des cœurs en souffrance. Je vous félicite chaleureusement pour la qualité et l'ambition de vos travaux et pour la promesse que vous représentez pour l'avenir de la recherche cardiovasculaire. Merci à vous trois pour votre engagement. C'est un peu... Alors, maintenant, je vais vous parler en tant que... Oui, je vais vous parler en tant que présidente du conseil scientifique, ce qui est plutôt plus ma partie. Donc, le conseil scientifique de la Fondation Recherche Cardiovasculaire à l'Institut de France, que je préside, est composé des professeurs Buckingham, Meyer, Corvol, Ménaché, Desnos, Lemarec et Jeune-Maître. Il s'est réuni, ce conseil, le 18 septembre 2024 à l'Institut de France pour désigner le lauréat du prix Daniel Herman 2024. Le lauréat sélectionné à l'unanimité est le professeur Michel Azizi. Reconnu internationalement, le professeur Michel Azizi œuvre depuis de nombreuses années à améliorer les traitements et la qualité de vie des patients hypertendus.
Ce prix Daniel Herman 2024 célèbre un parcours exceptionnel et un engagement continu pour la santé cardiovasculaire. Le professeur Michel Azizi est cardiologue, professeur des universités, praticien hospitalier. Il est depuis 2005 chef de service du département d'hypertension artérielle à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et il a surtout été pendant plus de 15 ans le directeur et le coordinateur du centre d'investigation clinique de l'hôpital européen Georges Pompidou. Ses recherches sont consacrées à l'hypertension artérielle, dont l'orientation était évidente dès son clinica en 1990 chez le professeur Corvol. Et ensuite, lors de sa nomination comme praticien hospitalier chez le professeur Joël Ménard en 1996, ses recherches sont centrées en physiopathologie sur les mécanismes vasculaires, rénaux ou cérébraux qui sont impliqués dans la régulation de la pression artérielle, en pharmacologie sur le développement de nouveaux traitements médicamenteux, en thérapeutique pour obtenir la meilleure combinatoire des médicaments existants, et aussi sur les alternatives aux traitements médicamenteux, tels que la dénervation rénale, domaine où il est l'un des meilleurs experts mondiaux. Parmi les recherches principales qu'il a effectuées ces 15 dernières années, il a notamment mis en évidence un biomarqueur clé dans le suivi des patients hypertendus, le tétrapeptide N-acétyl-SDKP, qui est présent dans la circulation sanguine et qui est un substrat de l'enzyme de conversion de l'angiotensin. Cette découverte a permis aux cliniciens de mieux évaluer l'adhérence des patients hypertendus au traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et on a pu ainsi mieux suivre et optimiser leur traitement. Et donc ceci a représenté un progrès très important dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Il a aussi beaucoup exploré l'utilisation de l'automesure tensionnelle, un outil précieux pour surveiller la pression artérielle en dehors du cabinet médical. Cela lui a permis de démontrer pour la première fois que les traitements anticancéreux, anti-angiogéniques chez les patients atteints de cancer provoquaient dès la première semaine de traitement une augmentation de la pression artérielle. Et grâce à l'automesure tensionnelle télétransmise, il a été possible d'ajuster plus rapidement les protocoles de prise en charge de ces patients. Enfin, l'hyperactivité sympathique qui cible les reins est impliquée dans le développement d'hypertension artérielle. Et le professeur Michel Azizi est l'un des pionniers à avoir étudié la dénervation rénale par voie endovasculaire, afin d'interrompre l'innervation sympathique rénale au niveau de l'artère rénale et ainsi pouvoir faire baisser la pression artérielle. Il a évalué cette nouvelle approche par une méthodologie rigoureuse et il l'a ensuite validée par une série d'essais cliniques qu'il a conçus et dirigés et qui a abouti à une approbation par les agences du médicament, aussi bien en France qu'aux USA. Et ceci est valable pour des patients hypertendus dont l'hypertension n'est pas contrôlée en dépit du fait qu'ils prennent 4 médicaments antihypertenseurs. Parmi les projets du professeur Michel Azizi, plusieurs études cliniques sont en cours. La dénervation rénale chez les patientes hypertendues ayant un projet de grossesse et qui sont exposées à un risque de préclampsie. L'évaluation d'un nouveau système de dénervation rénale par ultrason intravasculaire thérapeutique, c'est la procédure TIVUS. Et cette procédure est peu invasive. Elle utilise de l'énergie ultrasonore non focalisée à haute fréquence pour procéder à l'ablation des nerfs de l'artère rénale. Enfin, il y a un essai aussi clinique de phase 3 qui évalue aussi bien l'efficacité tensionnelle que hormonale d'un nouvel inhibiteur de la synthèse de l'aldostérone, très sélectif, le Bax, alors c'est très dur à dire, le Baxdrostat, chez les patients ayant un hyperaldostéronisme primaire. Et pour conclure, c'est dommage que le professeur Ménard n'est pas là, la dernière phase de la lettre de recommandation du professeur Joël Ménard
Michel Azizi succède à Pierre Corvol puis Pierre-François Plouin à la tête du seul site français actuel qui soit de niveau de quelques centres mondiaux d'hypertension artérielle et qui puisse jouer un rôle moteur sur une question de médecine qui nous concerne tous. Tous les membres du conseil scientifique se joignent à moi pour adresser toutes nos félicitations au professeur Michel Azizi pour ce prix Daniel Herman 2024. Merci beaucoup, chère Catherine. Monsieur le chancelier de l'Institut, Madame la vice-présidente de la Fondation, Madame la présidente du Conseil scientifique, chère Catherine, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil scientifique de la Fondation, Mesdames, Messieurs les membres de l'Institut, Mesdames et Messieurs, je suis profondément honoré de recevoir aujourd'hui le prix Daniel Herman de la Fondation Recherche cardiovasculaire Institut de France dans ce lieu prestigieux. Je remercie très vivement la présidente du Conseil scientifique, le docteur Catherine Laurens-Cortès, les membres du Conseil scientifique de la Fondation, le chancelier de l'Institut de France, M. Xavier Darcos, la vice-présidente de la Fondation, Maître Michel Cahen, pour cette distinction prestigieuse. Rejoindre la liste des lauréats de ce prix, aux côtés de personnalités scientifiques dont les travaux ont marqué la recherche cardiovasculaire, est une reconnaissance qui m'engage à poursuivre avec rigueur, détermination et passion mon travail de recherche dans le domaine de l'hypertension artérielle. Cette distinction constitue aussi une opportunité de mettre en lumière les enjeux liés à l'hypertension artérielle et d'inciter à une prise en charge plus efficace de cette maladie chronique qui a un fardeau très lourd. Ce prix est le fruit d'un engagement collectif. Je souhaite remercier mes équipes de recherche médicales et paramédicales pour leur travail exemplaire, ainsi que mes mentors, que Catherine a déjà cité, mes collègues et amis qui m'ont accompagné pendant toutes ces années. Une pensée très particulière à ma famille, dont le soutien a été une force constante. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance aux patients qui ont participé aux recherches, contribuant ainsi aux avancées scientifiques. Enfin, je salue les institutions qui ont rendu possible ces travaux. L'Assistance publique Hôpitaux de Paris, et l'hôpital européen Georges Pompidou, et je suis ravi d'accueillir les directeurs du groupement hospitalier universitaire et de l'hôpital européen Georges Pompidou, M. Frangi et Mme Carcranchamp, l'INSERM et l'université. Et je suis aussi ravi d'accueillir la doyenne, la professeure Sarnaki, présente ici devant moi, et donc je suis absolument honoré de leur présence. Mais aussi, je remercie les organismes de financement public et les partenaires industriels qui ont soutenu ces travaux, et en ce qui concerne les organismes publics, le ministère de la Santé avec les PHRC nationaux, les ANR, etc. C'est donc dans cet esprit que je vais vous présenter nos résultats. Et je me suis focalisé, bien que Catherine, tu as un peu montré quasiment tout ce que je vais dire, donc ça va être un peu de la répétition, mais avec des diapositives. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer et je vais me focaliser sur la dénervation rénale par voie endovasculaire dans le traitement de l'hypertension artérielle. Alors, la première chose, c'est l'hypertension artérielle, c'est-à-dire trop de pression à l'intérieur des artères, qui se définit par un chiffre au-dessus de 140-90 mm de mercure, est une maladie fréquente. Dans le monde, il y a plus d'1,3 milliard de personnes qui ont une hypertension artérielle. Et en plus, ces chiffres sont en augmentation, parce qu'on a une transition épidémiologique, en particulier dans les pays à faible niveau de ressources, des maladies communicables, c'est-à-dire les maladies infectieuses, aux maladies non communicables, c'est-à-dire par exemple l'hypertension artérielle. Donc cette transition fait que le nombre ne fait qu'augmenter. Alors, les traitements médicamenteux de l'hypertension artérielle, les premiers essais ont montré l'efficacité dans la fin des années du siècle précédent, en 1967, premier essai publié. Donc on pourrait se dire, on a eu plein de classes médicamenteuses depuis lors, que le problème devrait être réglé. Et vous voyez, maintenant, si on regarde le contrôle de l'hypertension artérielle dans le monde, donc déjà, pour savoir si on est contrôlé, il faut savoir
est-ce qu'on a mesuré la pression artérielle? Donc vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir le chiffre de 70% chez les hommes et chez les femmes de gens à qui on a mesuré la pression pour dépister l'hypertension artérielle. Ensuite, vous voyez que seulement 60% sont traités. Et alors si vous regardez ensuite, 37 à 45%, un peu mieux chez les femmes, sont contrôlés, c'est-à-dire ils ont des chiffres qui sont baissés en dessous de 140-90 de pression artérielle. Donc la situation, malgré la présence de nombreux médicaments, n'est pas aussi fantastique que ça. Alors, vous avez des zones où vous avez l'absence de contrôle. Vous voyez que ah non, ça ne marche pas. Donc le Canada, en bleu foncé, a un taux de contrôle au-delà de 70% de sa population de l'hypertension artérielle. Et vous voyez que notre pays, il est en bleu ciel. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, je vais vous montrer les dernières données de Santé publique France, alors que dans la fin des années 2000, notre pays se situait à peu près à hauteur des États-Unis dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Malheureusement, tout s'est écroulé, donc pour de multiples raisons dont on va reparler. Voilà la situation actuelle, les dernières données de Santé publique France. Donc on a 30% de la population française qui est hypertendue, c'est grosso modo 17 millions d'adultes qui ont une hypertension artérielle. Et vous voyez que seulement 1 sur 2 est traité. Donc on est à 50% de prise en charge de l'hypertension artérielle. Et parmi ces malades qui sont traités, en fait, vous allez avoir seulement 15 sur 4 dont la pression artérielle est contrôlée. Donc on est passé de plus de 50% à la fin des années 2000 à un quart de la population française hypertendue qui est contrôlée. La situation est absolument dramatique. Or, l'hypertension artérielle expose aux accidents vasculaires cérébraux, ischémiques et hémorragiques. Et vous allez voir le fardeau que ça fait peser à la population française. Et on a un autre problème, c'est que d'un côté, mauvais contrôle, ensuite, traitement insuffisant. Vous voyez que 60% des hypertendus ne reçoivent qu'un seul traitement pour l'hypertension artérielle. Et notre problème majeur en France, c'est-à-dire ce dénigrement de la prise en charge et des médicaments. Voilà, c'est devenu médicaments, vaccination, tout ça, c'est de la chimie. Et on ne veut pas, les patients émettent des réserves pour le traitement de l'hypertension. Vous voyez, 93% émettent des réserves pour la prescription d'un antihypertenseur. Alors, quel est le fardeau de cette hypertension artérielle? C'est-à-dire, quelles sont les fractions de risque qui sont associées à l'hypertension artérielle dans la population française? Ce sont aussi des données qui viennent d'être publiées, donc au mois de février 2025, sur les données en 2021. On va juste regarder, vous voyez en haut, les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, et à gauche, vous allez avoir les accidents vasculaires ischémiques. Donc 40% des accidents sont attribuables directement à l'hypertension artérielle. 15% des démences sont directement attribuables à l'hypertension artérielle. 45% des maladies coronaires sont directement attribuables à l'hypertension artérielle. Je passe le reste. Et vous voyez, maintenant, si on regarde le nombre de cas qui sont associés à l'hypertension artérielle en 2021, ça représente plus de 350 000 patients hospitalisés, 6 millions de journées d'hospitalisation qui sont évitables. C'est ça, c'est évitable. C'est les conséquences. Près de 400 000 hospitalisations de plus d'un jour, plus d'1 million de cas de personnes qui ont une maladie coronaire directement associée à l'hypertension artérielle. Vous voyez, 350 000 cas d'insuffisance cardiaque, 1 260 000 cas de maladie rénale chronique et environ 200 000 cas de démence. En 2021, ça représente 55 000 décès qui sont attribuables à l'hypertension artérielle, ce qui représente 8,5% des décès en France et donc presque 500 000 années de vie perdue. Ne pas mesurer sa pression artérielle, ne pas prendre en charge l'hypertension artérielle, ne pas prendre ses traitements, voilà les conséquences que ça peut avoir. Alors pour la première fois, on voit ce qui se passe en termes de mortalité en France. Vous voyez, à gauche, c'est la réduction régulière depuis 2015 de la mortalité par cancer en France. Donc on voit non seulement les points, c'est les chiffres qu'on a observés, et la courbe descendante, c'est ce qui était estimé. Donc les points et la courbe estimée sont superposés. Si vous regardez pour les maladies de l'appareil circulatoire, vous voyez que ça marchait très bien jusqu'en 2021. Pour la première fois, le point qui a été mesuré, c'est-à-dire la réalité, se trouve en dehors de la ligne estimée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une augmentation par rapport à l'estimation du nombre de décès.
Et en fait, cette augmentation du nombre de décès, elle est liée ce qu'on appelle aux cardio-néphropathies hypertensives et des baisses un peu moins fortes observées sur les cardiopathies ischémiques. Pourtant, on ne peut pas avoir un traitement qui n'ait pas démontré plus son efficacité. Donc vous voyez, pour une baisse de tension artérielle systolique, le chiffre de haut de 10 mm de mercure, vous diminuez les événements cardiovasculaires de 20%. Vous diminuez l'insuffisance coronaire de 17%. Vous diminuez les AVC de 27%, l'insuffisance cardiaque de 28% et la mortalité toute cause, au-delà de la mortalité cardiovasculaire, de 13%. Donc il n'y a aucun doute que les médicaments antihypertenseurs, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, ce sont vraiment des médicaments efficaces qui réduisent les événements. Notre problème principal, en dehors de nous médecins qui avons une certaine inertie à traiter de façon active les patients, c'est que nos patients, en fait, soit ils ne prennent pas le traitement qu'on va leur prescrire immédiatement. Vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle l'adhésion au traitement. Alors, vous voyez, au début, si vous regardez la ligne du haut, bleue, elle descend brutalement. En fait, c'est 20% des malades qui, lorsqu'on leur fait la première ordonnance, ils ne prennent même pas le traitement. Ils ne vont même pas le chercher à la pharmacie. Donc, et puis ensuite, vous voyez, c'est-à-dire ceux qui vont rester sous traitement. Si bien qu'au bout d'1 an, vous avez la moitié des patients qui ont arrêté tout traitement antihypertenseur. La maladie étant asymptomatique, on se plaint de rien, jusqu'à l'accident. Jusqu'à l'accident, on n'a aucun symptôme, on n'a rien. Donc, et aujourd'hui, ce matin, j'ai vu une jeune femme de 39 ans, elle-même du corps médical, qui, pendant sa grossesse, elle avait une hypertension artérielle, ne se faisait pas suivre, jusqu'à l'hématome rétroplacentaire, la césarienne en urgence, mettant en naissance un enfant hypotrophe. Et après, elle a fait 4 complications graves de la tension, et elle est venue en consultation il y a 15 jours voir mes infirmières. Elle avait arrêté tout traitement depuis 15 jours. Donc vous vous dites, mais comment c'est possible ? Ben oui, c'est ça. La réalité, comment convaincre ? Le message de santé publique ne passe plus. La nécessité de prendre un traitement qui doit être pris à vie, ne passe plus. Alors c'est dans ce contexte qu'au-delà des prises médicamenteuses, parce que les médicaments, c'est bien, mais comme vous le voyez, les patients imaginent fréquemment que le traitement, c'est comme une drogue, ils ne veulent pas être soumis à la soumission chimique, ils veulent garder leur indépendance. Bref, il y a tout ça qui fait que les traitements ne sont pas pris. Donc des alternatives ont été créées qui sont cette dénervation rénale. Très rapidement, je ne vais pas aller dans les choses très compliquées, vous avez le cerveau est un des organes que vous voyez en haut, représenté, est un des organes majeurs de la régulation de la tension, et le cerveau va discuter par les voies nerveuses sympathiques avec le rein qui est représenté en bas, et le rein aussi lui renvoie des messages. Donc il y a une boucle ici de régulation qui peut être aussi dérégulée et qui peut être aussi très activée. Et cette activation trop importante peut entraîner une hypertension artérielle, en tout cas peut participer à une hypertension artérielle. Alors ce traitement est très ancien. Le premier qui a regardé ça, c'est Claude Bernard, qui stimulait les nerfs pour savoir si ça faisait une contraction de l'artère, etc. Donc il y a un prérequis qui est très ancien. Ah, il y a une souris quelque part. Je ne sais pas d'où ça part, ça. Ça se met à me bouger tout seul, là. Bon, alors je ne sais pas. Alors, donc, et ensuite, le premier traitement de l'hypertension artérielle, avant l'avènement des médicaments, était de la chirurgie. Donc, on faisait ce qu'on appelle une sympathectomie lombaire, avec une ablation de tous les filets nerveux autour de l'aorte, et on enlevait les ganglions sympathiques. Pour les plus anciens, on a connu ces patients avec des conséquences importantes. Alors, de toute façon, ils mouraient de leur hypertension. Donc, le prix à payer, c'était de la chirurgie, c'était qu'il y avait environ 5 à 10% de décès périopératoires, et puis aussi des complications liées à la chirurgie, des sudations excessives, des baisses de tension en position debout, voilà, etc. Le monde moderne a amené des cathéters, et ces cathéters permettent d'aller faire ce type d'ablation, cette fois-ci par l'intérieur de l'organisme. Et vous voyez un cathéter qui part de l'artère en bas, qui est l'artère fémorale, qui va rentrer à l'intérieur de l'artère rénale, donc ici droite. Et au bout de ce cathéter, qui est un système d'introduction, c'est un petit tuyau, vous allez avoir une sonde qui peut vous émettre, vous voyez en haut, soit un courant électrique qu'on appelle la radiofréquence, de faible intensité, soit des ultrasons, et c'est sur quoi j'ai travaillé, donc, qui sont des ultrasons très focalisés, soit une neurolyse chimique en utilisant l'alcool. L'objectif est de faire la même chose que la chirurgie, mais sans ouvrir le patient,
à travers la paroi artérielle, c'est-à-dire d'induire une lésion des filets nerveux que vous voyez en jaune. Là, malheureusement, non, je ne peux pas utiliser. Donc les filets que vous voyez en jaune, pour les interrompre, pour arrêter la communication entre le rein et le système nerveux central. Donc ça, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez ici ce qu'on appelle une artériographie chez un humain, donc chez un homme. Et vous avez ici les deux artères rénales qui sont bien horizontales, que vous voyez avec des petits points jaunes. Vous voyez la sonde de dénervation dans les doigts de la personne qui va faire l'intervention, qui se fait par introduction fémorale, par voie locale, sous anesthésie générale parce que ça fait mal. Et vous voyez la sonde ensuite qui est à l'intérieur de l'artère rénale, qui est bloquée par son ballon, et on va émettre des ultrasons pendant 4 secondes. Alors, l'histoire du développement de la dénervation rénale est très très longue. Le premier essai auquel nous avons participé à l'hôpital Pompidou était un essai industriel qui est l'essai Simplicity HTN2 que vous voyez 2010. Et à partir de ce moment-là, vous avez l'ensemble des essais qui ont été réalisés. Tous ceux qui ont une forme ronde, c'est ceux qui ont été un succès, qui ont montré un bénéfice. Et tous ceux qui ont une forme rectangulaire, c'est un échec de l'essai thérapeutique. Donc, nous, on a décidé de faire notre chemin avec un essai français qui a été financé par un appel d'offres du ministère de la Santé qu'on appelle un STIC, un soutien aux technologies innovantes et coûteuses, et pour un coût de pas grand-chose de nos concitoyens, d'1 300 000 €, parce que les Américains, ils ont dépensé 50 millions de dollars pour un échec de leur essai thérapeutique, donc je suis bien content. Donc, nous, petits Français, on réussit à démontrer qu'il y a une baisse réelle et réellement plausible de la pression artérielle, et c'est notre premier travail publié dans Lancet en 2015. Comme vous le voyez, on a continué cette fois-ci avec les cathéters, donc mauve, c'est les cathéters à ultrasons, et on a publié 3 essais consécutifs qui ont tous été des succès qui ont eu un plan expérimental qui permettait de démontrer l'efficacité de ces thérapeutiques. Sinon, vous avez un bruit de fond qui aboutit à des échecs sans savoir si oui ou non la technologie fonctionne. Et là, on en arrive, donc on est actuellement en 2025. Alors, premier essai qu'on a démontré, l'essai français d'NRHTN. Il faut imaginer qu'avant que nous publions ça, l'échec de l'essai américain, les entreprises avaient décidé d'arrêter définitivement toute recherche dans le domaine. Et notre essai a permis de relancer la recherche dans le domaine. Et ce qu'on voit sur la partie gauche de la diapositive, en rouge, c'est la dénervation, en bleu, c'est le groupe contrôle. Vous voyez qu'on a une baisse en mesure de tension des 24 heures de l'ordre de 6 mm de mercure. Donc c'est une baisse importante de pression artérielle chez des malades qui prennent plein de médicaments antihypertenseurs. Vous voyez, jusqu'à 7 médicaments antihypertenseurs. La moitié des patients ne prenaient pas leur traitement, mais c'est ce qu'on leur prescrivait. Voilà. Et donc on montre ce bénéfice chez les malades qui sont sous traitement. Ensuite, on a réalisé 3 autres essais dans l'hypertension artérielle légère à modérée. Et la partie, donc les 2 légères à modérées, c'est des patients qui étaient sans médicaments et donc uniquement l'effet de la dénervation. Et ensuite, l'hypertension artérielle résistante, ceux qui étaient avec médicaments, 3 médicaments antihypertenseurs. Et ce que vous voyez en dessous, c'est la différence entre les groupes, entre une intervention factice en gris et l'intervention active en bleu. Et la différence, vous voyez, elle est homogène, aussi bien chez les patients qui ne prennent aucun médicament que chez ceux qui prennent des médicaments, qui témoignent que la dénervation rénale marche sur tout le spectre de l'hypertension artérielle, des formes légères à modérées aux formes les plus sévères. On voit aussi, là cette fois-ci on regarde ce qui se passe sur les 24 heures, c'est le profil, chacun d'entre nous on a ce profil de tension, c'est-à-dire que pendant la journée notre tension est plus élevée, vous voyez ça part de 7 heures du matin jusqu'à 23 heures, donc elle est plus élevée, puis pendant la nuit on a notre pression artérielle qui baisse. Donc là, ici, on a des malades hypertendus, c'est élevé le jour et la nuit. Donc, les pointillés vous démontrent qu'après une dénervation rénale qui a eu lieu, il faut s'imaginer 2 mois auparavant, vous avez aussi bien la tension de jour comme de nuit qui est baissée. C'est la partie droite de la diapositive de la dénervation rénale. L'effet se prolonge aussi dans le temps, parce qu'on pourrait dire ah oui, mais ça dure que 2 mois. Ben non, vous voyez, on a des données maintenant qu'on a accumulées jusqu'à 36 mois. Et donc, on voit cette persistance
de l'effet tensionnel avec des médicaments antihypertenseurs. Ce n'est pas un traitement magique de l'hypertension artérielle. Il y a nécessité de prendre des médicaments antihypertenseurs, mais la baisse de pression artérielle reste constante. Alors, tout ça a conduit aux recommandations nationales et internationales. En jaune, toutes les recommandations auxquelles j'ai participé, la Société européenne de cardiologie en 2022, la Société européenne d'hypertension en 2023 et la Société française en 2024. Et vous voyez que ce qui est constant, c'est hypertension artérielle résistante au traitement, c'est-à-dire qui se définit par la tension qui n'est pas contrôlée malgré la prise de 3 médicaments antihypertenseurs. Vous voyez des plus dans toutes les colonnes. Une intolérance trop importante au traitement. Il y a des patients, ils ont des effets secondaires extrêmement insupportables et ils ne peuvent plus ou ils ne veulent plus prendre aucun médicament. Avant, on n'avait aucune solution. Maintenant, on a une solution pour leur proposer. Des formes un peu moins sévères d'hypertension artérielle. Et ensuite, je passerai. Donc, on en arrive à effectivement ce que Catherine a dit, c'est-à-dire que, vous voyez, la Haute Autorité de Santé a donné son accord pour la dénervation rénale par ultrason, donc c'est en octobre, à l'examen d'octobre 2023 et donc le 7 novembre 2023. Donc on attend juste la publication du remboursement, donc qui n'est pas encore obtenu. Enfin, on espère qu'on l'aura au mois de juin. Parce que c'est repoussé. Après, ça, c'est des négociations qui ne dépendent pas de moi. Voilà. Il y a d'autres indications potentielles qui sont en train d'être réfléchies. Vous voyez, sur le plan cardiaque, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme cardiaque. Vous avez la fibrillation atriale, la tachycardie ventriculaire, les apnées du sommeil, dans le diabète et la maladie rénale chronique. Je vais finir par les perspectives thérapeutiques futures. Je continue dans le domaine, et en particulier en revenant à mes premières amours, qui est le système rénine-angiotensine-aldostérone, sur la partie là, ce que vous voyez, la partie gauche de la diapositive, avec des thérapies extrêmement innovantes qui peuvent changer totalement le paradigme de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Vous voyez, c'est au-dessus, il y a marqué siRNA. Alors, ce sont les thérapeutiques qui sont fondées sur les ARN, les petits ARN, pas l'ARN messager du vaccin, mais qu'on appelle les ARN interférents, les petits ARN interférents, qui bloquent la synthèse d'une protéine. Ici, vous voyez son nom compliqué, c'est l'angiotensinogène au niveau du foie. Et lorsque la concentration de cette protéine baisse, il va y avoir tout un système qui va être freiné et qui va participer à la baisse de pression artérielle. L'importance de ces approches thérapeutiques, c'est qu'avec une seule injection, pendant 6 à 9 mois, on a un contrôle de la pression artérielle. Une injection unique, comme un vaccin. Et donc, on peut même avoir des doubles injections, voire en un seul vaccin, contre l'hypercholestérolémie et contre l'hypertension artérielle. Donc, c'est ça, vraiment les changements majeurs de paradigme qu'on espère, et qu'on espère aussi pouvoir développer et avoir dans notre pays. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. L'hypertendu que je suis vous remercie beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. D'ailleurs, j'ai bénéficié de vos services, vous ne le savez pas. Voilà, donc nous remercions, de faire signer par Mme Cohen, nous remettons notre professeur Azizi ce diplôme marquant. Je vais enlever mes lunettes, si vous permettez. Là, il fallait pour lire, je ne pouvais pas faire autrement. Non, c'est pour... Oh bah non, alors là, ça va pas. Je fais que des bêtises. C'est pour ça. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, les coups de cœur. Alors, moi, je suis la présidente du conseil scientifique des programmes de recherche Daniel Herman Cœur des femmes. Et donc, dans cet appel d'offres, selon les années, on peut financer entre 1 et 2 travaux de recherche. On cherche à financer les travaux de recherche qui concernent la santé cardiovasculaire au sens large des femmes. Donc, on s'intéresse à des recherches et on élimine, disons, les projets alibis. On veut vraiment des choses qui soient centrées autour de la santé des femmes. Donc, on est un jury de 8 personnes qui va de l'épidémiologie à la recherche fondamentale,
parce qu'on pense que l'ensemble de tous les aspects de la recherche sont importants. Et donc, merci aux membres du jury qui sont là aujourd'hui de m'aider à sélectionner les projets. On a, disons, un bon nombre de projets qui sont déposés chaque année. Donc, il faut qu'on écrème finalement dans les projets qu'on a reçus pour décider quels sont les projets que l'on finance. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas parler du fait que, vous voyez, maintenant, aux États-Unis, vous savez, on va être interdit d'écrire des choses qui concernent, dans lesquelles il y a le mot, des projets de recherche dans lesquels il y a le mot femme. Donc, vous voyez, ça veut dire que ce qu'on finance aujourd'hui ne serait pas finançable aux États-Unis. Et pour le deuxième projet dont je vais parler, il y avait même des projets de ce type qui étaient financés aux États-Unis et qui, eux, ont été immédiatement interdits. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais en parler. Donc, personnellement, je suis très fière qu'on puisse financer ce type de projet de recherche grâce à la Fondation. Donc, la première lauréate, c'est Sarah Martinez de Lizarondo. C'est quelqu'un qui a un doctorat de biochimie, et puis elle a fait un postdoc à Caen, où elle a travaillé sur les accidents vasculaires cérébraux. Et en fait, son intérêt est autour de l'imagerie, et notamment à partir de techniques d'IRM, où elle s'intéresse à l'imagerie pour, disons, regarder l'IRM moléculaire de l'inflammation vasculaire. Le projet qu'elle nous a proposé cette année, c'est un projet qui s'intéresse au diagnostic de l'embolie pulmonaire, qui se trouve être dans les causes de mortalité maternelle, c'est une cause relativement fréquente. Et l'idée, c'est de développer une technique d'imagerie qui permette d'éviter les irradiations, puisque les techniques classiques sont à base d'irradiation. Et évidemment, on imagine bien que c'est complexe à la fois pour la mère, mais surtout pour le bébé qu'elle porte. Donc l'objectif est de développer une nouvelle méthode d'imagerie de l'embolie pulmonaire pour la femme enceinte qui n'utiliserait pas de radiation ionisante. Et pour cela, elle souhaite synthétiser des particules magnétiques permettant de révéler l'embolie pulmonaire grâce à une nouvelle technique d'imagerie appelée imagerie à particules magnétiques. Je vais la laisser nous présenter ce dont il s'agit, mais bravo à elle pour cette recherche. Vous venez nous en parler ? Bonjour à tous. Bon, tout d'abord, je voulais remercier les membres du comité scientifique de la Fondation d'avoir sélectionné notre projet. Je m'excuse par avance pour les noms barbares, déjà mon nom qui est un peu à rallonge. Il y a aussi les méthodes d'imagerie qu'on utilise qui n'aident pas à être présentées. Je vais essayer d'être bref et clair sur le projet qu'on va essayer de développer. Donc voilà, comme ça a été déjà dit, mais je me permets de reprendre. Notre projet va sur les diagnostics de l'embolie pulmonaire chez la femme enceinte sans rayon X. Donc tout d'abord, quelques mots sur l'embolie pulmonaire, qui est la troisième maladie cardiovasculaire la plus fréquente, après l'infarctus de myocarde et l'accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce que c'est une embolie pulmonaire ? Elle est causée par l'obstruction d'une artère pulmonaire par un caillot sanguin, qui provient souvent d'une veine des jambes, où il y a un caillot, qui va migrer, rentrer dans le cœur et finir dans les artères pulmonaires. Et cela va provoquer une souffrance, un essoufflement et une difficulté à respirer. Les signes cliniques plus évocateurs d'une embolie pulmonaire, la stratégie diagnostique qui est menée se base dans des signes cliniques qui sont les douleurs thoraciques, la tachycardie, l'essoufflement. Des fois, il y a aussi de l'édème de membres inférieurs. Et aussi, on fait des recherches biomarqueurs sanguins en cherchant des lumières. Après, le diagnostic est confirmé à l'aide de deux méthodes d'imagerie qui sont approuvées en clinique, qui sont l'angio-scanner pulmonaire, vous voyez l'image à gauche, et à droite, la scintigraphie pulmonaire de ventilation perfusion. C'est les deux examens utilisés maintenant en clinique. Malheureusement, ces deux types de techniques d'imagerie impliquent des rayonnements ionisants qui peuvent augmenter le risque de cancer et qui ne sont pas non plus envisageables chez les femmes enceintes.
Ce qui concerne les femmes, plus en détail, qui ont une suspicion d'embolie pulmonaire et qui vont souffrir, qui vont être amenées à avoir un scanner thoracique, on sait que l'irradiation mammaire liée à cet examen excède notamment les limites d'exposition recommandées. Donc il y a 2 risques à long terme d'effet d'être exposé à ces types d'examens. Et plus précisément sur les femmes enceintes, le risque de radioprotection est bien double parce que ça va non plus affecter seulement la femme mais aussi les fœtus. Et en plus, on sait que l'embolie pulmonaire présente une des principales causes de mortalité maternelle dans les pays industrialisés. Donc le développement d'une nouvelle technique d'imagerie qui n'utilise pas des rayons ionisants est bien nécessaire à présent en clinique. Donc l'objectif du projet était du coup, entre guillemets, simple, c'était d'essayer de développer une technique originale d'imagerie pour diagnostiquer l'embolie pulmonaire chez la femme, mais sans rayonnement ionisante. Et en fait, on a eu la chance de pouvoir utiliser une nouvelle méthode qui s'appelle le nom barbare imagerie à particules magnétiques. C'est une nouvelle méthode d'imagerie qu'on va coupler à l'injection des particules magnétiques. Et en fait, cette nouvelle méthode d'imagerie a l'avantage d'être très très sensible et très rapide du corps entier et aussi de fait pas du coup avoir des rayonnements ionisants. Et on a la chance au laboratoire d'avoir accès à cet appareil parce qu'au centre 6, on a le seul appareil hyper préclinique en France et un de premier au monde. Donc, la méthode d'imagerie qu'on va développer s'inspire de la scintigraphie pulmonaire. Donc, je vais essayer de vous expliquer rapidement quoi ça consiste. Donc, vous voyez ici les poumons et on va penser que c'est les capillaires, toute la vasculature pulmonaire. Donc, aujourd'hui, quand un patient arrive à l'hôpital, on va l'injecter des petites agrégats d'alumine qui sont couplés à une molécule radioactive, qui vont être injectés par la voie intraveineuse, dans le sang, qui vont circuler, vont entrer dans le cœur, dans le ventricule droit, rentrer jusqu'aux artères pulmonaires et vont aller s'arrêter, se stopper dans les petits capillaires. Vu de leur taille, ils vont plus migrer, ce qui va permettre de faire une cartographie de la perfusion pulmonaire. Et voilà les images que ça donne après une scintigraphie chez quelqu'un qui est sain, qui n'a pas d'embolie pulmonaire. Si on répète cette fois-ci, mais en présence d'une embolie pulmonaire, donc un caillot sanguin qui est logé dans les artères pulmonaires, on va injecter à nouveau nos traceurs radioactifs et ils vont encore une fois migrer, mais ils ne vont pas pouvoir y aller en aval du thrombus, ce qui va créer du coup de vies des signaux dans cette scintigraphie. Donc on va pouvoir diagnostiquer l'embolie pulmonaire par ces vies des signaux qui donnent cette technique d'imagerie. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mimer, de s'inspirer de cette méthode-là, mais en utilisant cette fois-ci des particules magnétiques, à peu près de la même taille, qui vont du coup être injectées par voie intraveineuse, qui vont mimer ce qu'on détecte en scintigraphie, mais cette fois-ci, sans rayonnement ionisant. Donc voilà cette petite résumé graphique qui résume ce qu'on compte faire. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est produire des agrégats magnétiques à l'aide de petites molécules d'oxyde de fer qu'on va agréger dans une matrice de polydopamine. C'est une sorte de polymère qui mime la mélanine. Et on va les caractériser et après on va utiliser des modèles expérimentaux murins d'embolie pulmonaire en utilisant l'appareil AIPM, le super appareil à imagerie à particules magnétiques, afin d'essayer de révéler l'embolie pulmonaire chez la souris. Et là, juste un petit teasing de quelques données préliminaires qu'on a fait jusque-là grâce au soutien de la Fondation. Donc, vous voyez ici, on est capable de générer différents types de clusters de particules magnétiques qu'on peut moduler pour différencier leur capacité à pouvoir être révélées dans notre appareil de IPM. Vous voyez en bas à droite celles qui ont la plus de résolution qui permet de pouvoir différencier plus la résolution au sein de l'appareil. Et on a quelques données préliminaires. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait une sorte de maquette d'une souris, la taille d'une souris, avec de petites cavités qui miment les différents organes. Et on a mis nos particules, on a essayé de voir si on est capable de distinguer entre une souris qui aurait une embolie pulmonaire ou pas. Donc, je ne sais pas si c'est très visible, mais vous voyez en haut les images un peu en couleur orangée, violet. On osait les poumons et vous voyez dans la condition en bas où il y a un petit vide de signal à droite où on pourrait détecter une embolie pulmonaire chez la souris. Donc c'est des données très encourageantes et maintenant on
on est prêt pour passer dans les modèles précliniques pour essayer de démontrer si notre méthode est assez sensible pour détecter le PSG solide. Donc notre objectif est d'essayer de mettre tout en œuvre pour que les découvertes qu'on réalise dans le cadre de ces projets essayent d'être transférées vers la clinique. Donc notre objectif à moyen terme, c'est d'arriver aux patients. Donc nous, on va travailler au laboratoire dans le développement des agents de contraste pour essayer d'avoir des résultats encourageants. Mais en parallèle, il y a déjà, ils sont un peu dans la course en ce moment entre l'Europe, les États-Unis et le Japon pour essayer de développer les premiers appareils IPM humains. Donc on espère que ce projet arrivera à terme chez la clinique bientôt. Donc, je voudrais finir en remerciant toutes les gens qui sont au sein de l'équipe INSERM U1237 dirigée par le professeur Denis Vivien à Caen, à l'Institut Bibliazzi, spécialement Maxime Goverti, Sophie Trevel et Sony Pétran qui ont participé dans l'idée et les données préliminaires que je vous ai présentées, mais aussi tout le reste des gens dans la team imagerie comme Charlène, Jolan, Thomas, Justine et Jonathan. Aussi remercier Cicéron parce que on a les moyens pour mener nos recherches, les tutelles, et à vous tous pour votre attention. Merci. Diplôme. Tenez à Madame Conrad. Voilà. Comme ça. Parfait, merci beaucoup. Et qu'est-ce que deviennent vos particules après elles disparaissent? C'est une bonne question. Elles sont récaptées par les macrophages. D'abord, elles sont nettoyées des poumons et après, elles sont formées de fer, donc ça va dans les poules de l'organisme. Donc, ça a un effet. Alors, J'avais oublié, mais vous l'aurez compris, de dire que Sarah est chercheuse à l'INSERM. Alors, la deuxième lauréate, c'est Marie-Ange Renaud. Elle a également un doctorat en sciences biologiques et médicales et elle a fait un post-doctorat aux États-Unis et elle est chercheuse à l'INSERM depuis 2011. Et comme ça a été mentionné tout à l'heure, son projet de recherche vise à évaluer finalement quel peut être l'impact de l'hormonothérapie féminisante chez les femmes trans sur le risque cardiovasculaire. On a l'idée que les hormones féminines sont associées à un moindre risque de maladie cardiovasculaire. Et on voit aussi, quand on regarde l'ensemble des maladies cardiovasculaires, que le fardeau des maladies cardiovasculaires, globalement, en fait, il est le même chez les hommes et chez les femmes, mais ce n'est pas du tout la même répartition des pathologies chez les hommes et chez les femmes. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre de la physiopathologie, de qu'est-ce qui se passe dans la différence, finalement, de ce qui se passe chez les hommes et chez les femmes. Et du coup, au-delà du fait d'étudier l'impact que peut avoir l'hormonothérapie féminisante dans un modèle expérimental sur la physiopathologie du risque cardiovasculaire, vous voyez, ça peut nous aider sur les mécanismes qui pourraient expliquer pourquoi il y a cette différence, finalement, entre les hommes et les femmes. Donc ça a un intérêt qui va bien au-delà de juste ce qui se passe pour la santé des femmes trans, qui est par ailleurs une question auquel il faut s'intéresser, bien entendu. Et vous voyez, typiquement, ça, c'est un exemple de projet définancé pour lequel on a eu droit sur Truth Social, donc à un poste de Trump pour dire, vous voyez, c'est fou qui finançait des expériences pour rendre les rats transsexuels. Ce n'est pas du tout l'objet, bien entendu, de la recherche. Donc je suis particulièrement fière qu'on ait choisi ce projet dans ce contexte, parce que je pense que c'est vraiment important pour comprendre globalement la physiopathologie de la différence, de comment ça se passe chez les hommes et chez les femmes. Eh bien, Marie-Ange Renaud va nous expliquer plus en détail ce dont il s'agit. Bonjour à tous, merci pour cette introduction et puis merci au comité scientifique de la Fondation Recherche cardiovasculaire de l'Institut de France pour m'avoir attribué cette bourse. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler d'une population de femmes un petit peu particulière, comme ça a été annoncé. Il s'agit des femmes trans.
Et avant de commencer, je vais vous donner quelques définitions. Alors, on appelle dysphorie de genre l'inéquation entre le genre exprimé d'un individu et le genre assigné à la naissance, entraînant une souffrance clinique significative et une altération de la vie sociale, professionnelle, etc. Donc, une personne transgenre est un individu dont l'identité de genre exprimée diffère du genre désigné à la naissance. Et donc, quand on parle plus particulièrement de femmes trans, il s'agit d'individus assignés hommes à la naissance, mais qui s'identifient à une femme. Donc, du coup, pour changer de genre, les personnes trans sont traitées par ce qu'on appelle l'hormonothérapie d'affirmation de genre, qui vise à réduire le taux d'hormones sexuelles de naissance et à apporter les hormones sexuelles du genre souhaité. Donc, quand on parle de femmes trans, il s'agit de personnes qui sont traitées par des anti-androgènes et avec des œstrogènes. Et donc, du coup, le problème avec cette population et pourquoi on s'y intéresse, c'est qu'il présente une mortalité augmentée, et ce, surtout chez les femmes trans, comme on peut le voir sur la courbe en rouge ici. Et quand on regarde de quoi décèdent ces gens, ben, en fait, en premier, c'est de maladies cardiovasculaires, notamment de maladies ischémiques et thromboemboliques. Donc, logiquement, quand on regarde si ces personnes font plus de maladies cardiovasculaires, eh ben oui, on voit que les femmes trans, sur la courbe en verte, font beaucoup plus de maladies cardiovasculaires que les hommes et les femmes qu'on appelle cisgenres. Et donc, du coup, ces résultats, ils sont assez étonnants et inattendus parce que quand on regarde toutes les études expérimentales qui ont visé à étudier les effets de l'oestradiol sur le système cardiovasculaire, et bien à chaque fois, l'oestradiol est rapporté pour avoir des effets bénéfiques, notamment sur l'inflammation du système vasculaire, mais aussi sur les plaques d'athérosclérose, le développement de plaques d'athérosclérose dont je vais vous parler un petit peu plus par la suite. Donc notre projet a pour objectif de mieux comprendre les effets de l'hormonothérapie d'affirmation de genre chez la femme transgenre. Et ce projet a deux volets. Un volet fondamental qui est réalisé au laboratoire de recherche, l'unité INSERM 1034, et un volet clinique qui est réalisé en parallèle au CHU de Bordeaux. Donc moi je vais vous parler ici du projet fondamental. Et nous, on s'est intéressé plus particulièrement aux effets d'hormonothérapie de transition de genre sur les mécanismes de l'athérosclérose qui est responsable des maladies ischémiques. Donc très simplement, les plaques d'athérosclérose, c'est quoi ? Elles résultent de l'accumulation de lipides dans la paroi artérielle, et cette accumulation de lipides, elle s'accompagne d'une inflammation, donc qui est caractérisée notamment par l'expression par les cellules endothéliales de molécules d'adhésion pour les cellules inflammatoires, et ensuite de l'accumulation de cellules inflammatoires dans la paroi artérielle. Donc du coup, nous, on a regardé si l'hormonothérapie d'affirmation de genre, elle modifiait l'inflammation et ou le phénotype des cellules endothéliales, d'une part, et d'autre part, le métabolisme lipidique. Et pour ça, il nous fallait un modèle. Donc du coup, on a mis au point, on a développé au laboratoire un modèle de souris transgenre. Donc on a pris des souris mâles, on les a castrées pour éliminer la production de testostérone, et ensuite on les a exposées à de l'oestradiol en continu qui est administré sous forme de pellets. Et on a traité ces souris par de l'oestradiol pendant 9 semaines, et ensuite on a prélevé les organes de façon à rechercher s'il y avait une activation endothéliale ou bien des modifications du métabolisme lipidique. Donc quand on s'est intéressé au volet, on va dire, inflammation et activation endothéliale, d'abord on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'effet de cette thérapie sur l'expression par les cellules endothéliales de molécules d'adhésion, c'est ce qu'on voit en bas. Et ensuite, on n'a pas non plus vu d'augmentation des leucocytes circulants, ni des niveaux de cytokines inflammatoires dans le plasma. Par contre, quand on s'est intéressé au métabolisme lipidique, là, on a vu plusieurs choses. D'une part, la taille des adipocytes est diminuée, ce qui indiquerait une fuite des lipides, enfin une lipolyse augmentée de ces lipides. Donc les lipides sortent du tissu adipeux, mais par contre on les retrouve dans d'autres organes. On retrouve en miroir une accumulation de lipides dans le foie, mais pas que, on les a aussi trouvés dans le cœur. Et quand on regarde au niveau circulant,
on a une diminution du bon cholestérol, du cholestérol HDL, et à l'inverse, on a une augmentation du mauvais cholestérol chez ces souris, donc le cholestérol LDL, et ceci s'accompagnait d'une modification des taux circulants d'une hépatokine qui s'appelle FGF21, et dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc du coup, pour résumer ces résultats, ce qu'on a vu, c'est que nos souris traitées par la pseudo-hormonothérapie de transition de genre, ils n'avaient pas d'effet significatif sur l'aspect, on va dire, inflammatoire. Par contre, il y avait des grosses modifications du métabolisme des lipides avec une sortie des lipides du tissu adipeux et que ces lipides s'accumulaient dans d'autres organes comme le foie et le cœur. Et aussi une augmentation du mauvais cholestérol et finalement une baisse de ce FGF21. Donc il faut savoir que le LDL, les lipoprotéines LDL, elles sont produites par le foie et que leur niveau est notamment régulé par l'expression du récepteur ACLDL qui permet la recapture du LDL circulant dans les organes. Et il faut savoir que le FGF21, dont je vous ai parlé, il est connu pour réguler une protéine PCSK9 qui elle-même est connue pour réguler les niveaux d'expression des récepteurs au LDL. Donc il pourrait réguler les taux circulants de LDL. Donc on a d'abord vérifié si dans le foie de nos souris on retrouvait bien la diminution de FGF21 qu'on avait retrouvée dans le plasma et que celle-ci était accompagnée avec une augmentation de PCSK9. Et donc, du coup, ce mécanisme pourrait être responsable de la diminution de la recapture du LDL circulant. Donc, du coup, voilà où on en est pour le moment. On a montré que l'hormonothérapie féminisante, elle pourrait conduire à une diminution d'expression des niveaux de FGF21 produits par le foie, qui pourrait être responsable d'une augmentation des LDL circulants et donc d'une accumulation de ces LDL dans la paroi des artères qui, en favorisant le développement de l'athérosclérose, pourrait augmenter les taux de maladie ischémique chez ces patientes. Et en fait, nos résultats, on s'est surtout intéressé à ce FGF21 parce qu'il y a une étude clinique qui est réalisée chez la femme trans qui montre aussi que chez les humains, on a une diminution de ce FGF21 chez les patientes traitées par l'hormonothérapie de transition de genre. Donc ce FGF21 nous paraît être une cible intéressante. C'est pour ça qu'avec l'argent de la bourse de la Fondation Recherche Cardiovasculaire, on va s'attacher à mieux comprendre comment cette hormonothérapie de transition de genre régule ou diminue l'expression de FGF21 et est-ce que cette diminution de FGF21 est bien responsable de l'augmentation de formation de plaques d'athérosclérose chez les souris. Donc, ce travail est réalisé au laboratoire dans le cadre de la thèse de sciences de Virginie Groutier, qui est gynécologue au CHU de Bordeaux et responsable du programme transgenre. Donc, je la remercie et vous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Voilà, le compliment. Merci. Êtes-vous prête, madame Nicolas, voilà. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'on va aller boire un verre maintenant. Voilà, mesdames et messieurs, la séance est terminée. Vous pouvez maintenant vous détendre et aller boire un petit verre en faisant attention quand même à votre artériosclérose et à votre tension. N'abusez pas de l'alcool. Voilà. Merci à tous de votre attention. Merci.